Et salut les abonnés, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la Première Guerre mondiale. Avant de commencer, abonnez-vous, likez et mettez la cloche. Déjà, je voulais vous dire que cette vidéo m'a pris énormément de temps. Elle m'a pris 3 jours à déjà tout trouver. Du coup, si vous voulez d'autres concepts comme ça, abonnez-vous. Il y en a d'autres, déjà je sais direct qu'il y en a d'autres que je vais faire. Si vous entendez des bruits, vous inquiétez pas, c'est le chat de ma mère que j'ai mis dans ma chambre. En fait, il est mis dans ma chambre. Allez, on commence. Déjà, déjà on va parler de la triple alliance et la triple entente. Vous vous demandez, c'est quoi la triple alliance? Elle a été créée en 1882 par l'Allemagne. En fait, c'était traité à s'engager à soutenir les autres membres de ces traités à leur venir en aide en cas de guerre. En Europe, 2 traités ont été signés. Du coup, comme je dis, la Triple Alliance, qui a été créée en 1882, elle est créée sous la pulsion du chef allemand Briscard. Elle rassemble l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Il faut savoir, peut-être à l'école, on avait déjà parlé de ça. Moi, on a parlé de ça au début d'année. La Roumanie, elle est venue secrètement, elle s'est associée secrètement à la suite. Non, la triple entente, elle a été créée le 31 août 1907 par la France. Dedans, il y a la Russie et le Royaume-Uni, ainsi que la Serbie. Attendez, aussi, attendez, oui, ces deux alliances auront une constante rivalité tant sur les plans coloniaux que sur le plan territorial. Guerre de 1870. On va en parler dans une autre vidéo. Déjà, si vous ne savez pas, on va parler d'un truc comment elle a commencé pour eux qui ne savent pas. Il y a eu un assassinat de l'héritier de l'Empire austro-hongrois, ça veut dire la Serbie, je crois. Attendez. Non. Oui, c'est l'Autriche-Hongrie, je crois. Du coup, soit voilà, c'est un assassinat de l'héritier de l'Empire austro-hongrois, François Ferdinand, le 28 juin 1914 à Sarajevo par un nationalité serbe, par un nationaliste serbe, qui déclenche la Première Guerre mondiale. Ça veut dire il y a, quelqu'un qui était d'origine serbe, du coup la Serbie qui venait de Serbie, du coup la Serbie elle est dans la triple entente, qui a assassiné l'héritier du coup de l'Autriche-Hongrie, qui est François Ferdinand, le 28 juin 1914. Du coup, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Déjà, il faut savoir, c'est pas encore une guerre mondiale. Du coup, et après, quand la Russie, qui fait partie de la triple entente, elle vient aider la Serbie. Quand l'Allemagne apprend ça, qui est dans la triple alliance, elle est dans la triple alliance, bah, l'Allemagne vient aider l'Autriche-Hongrie. Ensuite, du coup, il y a les il y a les Français ou les Anglais qui viennent. Attendez. Il y a soit c'est nous là, les Français. Oui, je crois que c'était les Français qui étaient venus aider. Du coup, la Serbie et la Russie. Après, l'Italie, elle est venue aider bah, les Français, les, les Serbes et les Russes. Du coup, avant c'était l'URSS. Et après c'est l'Italie qui est venue les aider. Normalement, le Royaume-Uni n'est pas encore là. Déjà, c'était qui les présidents à ce moment-là? En, en France, c'était Raymond Poincaré. Je fais un petit truc. En Allemagne, j'ai pas besoin de vous le dire. Non, moi, j'ai pas trop envie de le dire. Si vous voulez savoir, allez sur Google, tapez le président de l'Allemagne en 1914. Vous allez le voir. Déjà, les deux armées.
rien pour la France, je l'ai pas trouvé. Et je suis aussi, il y a des trucs, je suis allée chercher sur internet et sur Wikipédia. Là, du coup, pour l'Allemagne, en 1914, ce sont 3 millions 3 millions 800 000 ou 3 milliards 800 000 hommes, mais je suis pas sûre, car ça fait beaucoup. Et en France, je n'ai pas trouvé. C'est un petit peu pareil pour les technologies qu'ils ont, ça veut dire les véhicules. Bah, l'armée française, elle possède des tanks, des bateaux. J'ai pas trouvé plus. La vie, il y en a d'autres. Et c'est pareil pour l'Allemagne. Ah, moi aussi, la France, elle a des avions. Du coup, l'Allemagne, elle a des bateaux et des avions aussi. Mais je vous préviens, les tanks, on dirait que c'est des trucs au Moyen-Âge qui se faisaient pousser les chevaux, les chevals, on m'appelle plus, mais sans cheval ou chevaux et un moteur. En fait, là, il y a juste un. Là, pour les tanks, c'est une charrette. Au-dessus, il y a le canon. Du coup, vous savez, on met les obus dedans et après ils tirent. Pour les avions, là, c'était là, du coup, ils volaient et je crois qu'il n'y avait pas encore de missiles. C'était juste pour faire de la reconnaissance ou parachuter. Ah non, ça, parachuter, je pense que c'est la Deuxième Guerre mondiale. Déjà, maintenant, on va parler des tranchées. Déjà, qui les a creusées, il faut savoir, c'est les militaires qui les creusaient. Maintenant, on va parler de profondeur. Allez, devinez, ça fait combien? C'est entre 0 et 5 mètres de profondeur. Allez, je vous dis la réponse, c'était 3 mètres. Bravo à ceux qui ont gagné. Non, il faut savoir qu'ils étaient creusés en zigzag, ça veut dire comme ça. Est-ce que au moins vous savez pourquoi, si vous savez qu'ils étaient... Elle est déjà... En fait, elle était creusée en zigzag pour éviter les tirs en enfilade et réduire les effets d'un obus tombant dans la tranchée. Cela signifiait qu'un soldat ne pouvait voir à plus de 9 mètres. Là, vous n'avez rien compris, moi aussi. Déjà, pour faire un quart d'un kilomètre, ça veut dire on coupe un gâteau en 4. Chaque bout, c'est 250 mètres sur 1000. Du coup, un quart d'un kilomètre. Selon le manuel de construction britannique, c'est où les plans ils ont été faits, il fallait 6 heures à 450 hommes pour construire une tranchée de 250 mètres. Cela nécessitait un entretien constant pour empêcher cette détérioration du fait du climat. Ça veut dire en mètres carrés, il faut faire 250 fois 3, ça fait 750 mètres carrés environ. C'est beaucoup pour un quart pour 250 mètres. Il y avait 750 mètres carrés. Maintenant, combien de kilomètres? Les systèmes de tranchées, il faut savoir qu'ils occupaient 764 kilomètres et j'ai effacé pour les mètres 764 kilomètres et moins dans les 400 mètres de long. Ça s'étendait de la Manche, ça veut dire la mer qui sépare la France et l'Angleterre, juste aux Alpes suisses. Maintenant, on va parler de la vie des tranchées. Dans les tranchées de première ligne, les hommes peuvent se déshabiller et ne se lavent pas. Ils ne se déchaussent que très rarement. Cela n'est possible que dans les zones de repos, ça veut dire où ils dorment, tout ça. Non, l'eau et les tranchées, c'est difficile. L'approvisionnement en eau est assuré par des puits creusés par le génie, je sais pas c'est quoi, ou à partir des réservoirs.
les réservoirs d'eau, oui. Maintenant, la nourriture dans l'armée française, ration alimentaire, ça veut dire l'alimentation, ce qu'ils mangent, est fait de pain ordinaire, viande fraîche, conservée par la glace, c'est-à-dire un endroit où il y avait de la glace, tout ça, un endroit c'est pas chaud, la charcuterie conservée de viande saigne, légumes secs, riz, lentilles et frais, choux, pommes de terre, c'est-à-dire des trucs qui sont faciles à trouver. Il y a également des distributions de confitures, de marmelade, de café. On a vu le café, ça servait à être bien réveillé. Que, par exemple, non, je vous rappelle qu'ils dormaient par terre complètement. Des fois, dans la boue, avec les rats, les cris. Et bah, vous savez quoi, qu'ils étaient plus là. Il y a aussi une ration de vin qui était d'un demi-litre par jour, ça fait 500 millilitres pour aller environ plus de 500 000 soldats vont en coûter. C'est beaucoup, tout le monde ne pouvait pas en avoir. Déjà, il y a des cuisines roulantes et les cuisines roulantes. Dessus, il y a juste des marmites et de fours à rôti. Ça veut dire avec ces fours, on peut juste faire cuire de la viande. Ça, maintenant, on va parler de qui donne les repas, dans quoi ils sont donnés et leur état, et puis ils sont servis quand. Les rations sont servies dans des récipients, ça veut dire par exemple des bols, comme on a par exemple chez nous, et distribuées par les tranchées par les hommes de soupe. Joyeux le nom pour une guerre. Oui, par exemple dire homme de bonheur, au moins un moment bien. Mais non, homme de soupe. Elles arrivent souvent froides et mêlées de d'air et de boue. Je vous disais, vous peut-être vous disiez là, si vous étiez à la place et il y avait de la terre et de la boue, donc peut-être on se dirait tous, on mangerait pas, mais eux, je pense qu'ils mangeraient quand même. Cela, et ça, c'est servi dans les périodes calmes, car sous les bombardements qui peuvent durer plusieurs jours sans discontinuer, les hommes souffrent de faim et de soif. Et là, je dis homme avec un sans H majuscule, ça veut dire euh, les, les hommes, pas les femmes et les hommes, juste les hommes. Bon, faut savoir que les femmes étaient dans les usines. Bon, les hommes, ils sont partis au front. Maintenant, je vais parler d'un truc qui n'est pas écrit. Il faut savoir que les présidents, vous pouvez venir chez vous, prendre vos véhicules, votre famille s'ils ont plus de 18 ans, ils ont 18, si vous avez 18 ans, au moins 18 ans et moins de 50 ans, c'était au front. Vous pouvez venir prendre vos animaux, si vous avez des armes, vous devez les donner, et vos voitures. Et bien sûr, vous n'avez pas le choix. À part si vous cassez un bras, mais si on apprenait, bah, c'était chaud pour vous. Mais c'est pas fait exprès. Aussi un autre truc, la désertion. Déserter. La déserter, ça veut dire quitter le champ de bataille sans que sans personne savent. Et si vous faites attraper après que vous avez déserté, c'est une balle entre les yeux. Ah, oui. Maintenant, ils ont commencé à être creusés le 22 septembre 1914. Maintenant, on va parler des poilus. Et surtout leur hygiène. L'hygiène des poilus pendant la Première Guerre mondiale, c'était pathétique. C'était un défi permanent dans l'étranger. Les conditions étaient extrêmes, difficiles. En fait, je pense c'est un moment où ils pouvaient prendre une douche. C'était le meilleur. C'était leur. Attendez. J'ai retrouvé le mot. Le meilleur jour de leur vie, en fait. Mais j'ai une douche chaude, même pour une douche froide.
Et la propreté corporelle n'était pas une priorité déjà. Maintenant, je vais vous dire quelques aspects de l'hygiène des soldats français pendant cette période. Les... Ah, l'image elle vient de freeze. L'eau était rare. Les tranchées, les soldats devaient souvent se contenter de la même eau pour boire, se laver et cuisiner. C'est dégoûtant. Imagine, vous lavez avec la boue, manger avec de la boue et boire avec. Il y a de la boue juste parce que vous utilisez le même mot. Les vêtements non lavés, ça c'était sûr qu'il y aurait ça. Mais en fait, là-bas, il n'y avait pas de machine à laver ou il n'y avait pas le sèche-linge même. Ils n'avaient même pas le temps de laver leurs vêtements. Les Paluds, déjà, ils portaient leurs vêtements pendant des semaines sans les laver. La sueur et la saleté, la vie, vous voyez, qu'est-ce que des fois on met à l'école pour qu'il y ait une couleur qui sent la transpiration. Eux, c'était pire. Et la saleté s'accumulait. Et les parasites, ça veut dire les insectes, faisaient partie de leur quotidien. Voisinage des cadavres. Les tranchées étaient entourées de cadavres, ce qui rendait l'hygiène encore plus difficile. Vous pensez quand il y a les mouches qui viennent manger les cadavres? Ok, c'est dégoûtant, je sais. Mais imaginez pour eux, c'est encore plus difficile. Les mains qui touchaient la nourriture étaient souvent saoulées par la terre et les déchets. Bah, c'est inhumain de manger ça. Toilettes rudimentaires. Bah oui. Vous croyez qu'il y a les toilettes avec les égouts? Non. Certains soldats plus soigneux parvenaient à faire sécher leur linge devant un feu dissimulé et à recoudre leurs boutons. Cependant, les Français n'étaient pas aussi préoccupés par la propreté corporelle que les scans. En fait, toilette, je parlais pas des égouts, je m'ai trompée, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Toilette, c'est quand on fait son linge, sécher, on se lave. Maintenant c'est là les toilettes où je parlais des égouts, tout ça. Les tranchées étaient équipées de fausses d'essence. En fait, l'essence, vous voyez, c'est les excréments. Mais elle était loin d'être idéale. Les rats rongeaient les cadavres et les nourritures, l'hygiène était précaire. La rumeur, voilà. En 1914, l'humeur des poilus était marquée par une combinaison de douleur. Tiens, moi, la douleur, j'aime pas ça. La fatigue, je déteste pas dormir. Le dévouement. Déjà, c'est quoi le dévouement? Il y a un point qui clignote sur ma caméra. Ces soldats engagés dans les tranchées de la Première Guerre mondiale faisaient face à des conditions de vie extrêmes du coup et difficiles. Voici quelques aspects de leur quotidien. Apparence physique, les poilus étaient sales, crottés. Crottés, ça veut dire quand il y a les excréments, jusqu'aux épaules. Et émitouflés dans le vieux lainage. Le lainage, c'est les habits, tout ça. Ils ressemblaient à des épousailles. C'est mon frère. Carmade osait encore approcher leurs vêtements crouillés de verdime. J'ai fait ça, c'est pour vérifier si la caméra, c'est bon. Hygiène le soir dans les casemates, ils s'efforçaient d'épouiller leurs chemises, les poux. Du coup, ils avaient des poux gorgés de sang, euh, éclatés à la flamme de la bougie. Attendez. Ah oui, du coup, en fait, les poux étaient et c'était plein de sang. Et pour les enlever, ils ne prenaient pas le temps avec le peigne, le produit, ils n'avaient pas ça. Ils
prenaient les bougies, ils mettaient comme ça leur tête à la bougie et les poux ils éclataient. Mais je me rappelle, il y a du sang dans les poux. J'imagine, je crois après, quand ils sont retournés à la maison, je crois leurs femmes ils croyaient ils ont peint les cheveux en rouge. Mais non, c'était du sang. Non, le courrier. Ah aussi, je rappelle que les poilus, leur barbe, ils étaient longs, c'était plein de poils. Ah aussi, je sais pas s'il y a du soleil comme vous, comme moi. Regardez. Je sais pas si vous aussi il y a du soleil comme ça. Allez, on continue. Du coup, il y avait des poils partout. Ils se coupaient pas. Ils restaient comme ça. C'était rare qu'ils se coupaient les poils. Non, les lettres. Il faut savoir, les lettres des poilus pendant la Première Guerre mondiale 1914-1918 sont témoignages poignants de l'enfer vécu par ces soldats courageux. L'une des batailles les plus dévastatrices de cette guerre fut celle de Verdun. Verdun, je crois, c'est une ville. Ah oui, c'est une ville en France où pendant la Deuxième Guerre mondiale, les présidents, ils étaient allés en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, les présidents étaient allés en Angleterre. Et du coup, il y a quelqu'un qui a pris la tête de la France et qui allé à Verdun. Verdun, c'est 1,1 million 100 000 de soldats français surnommés les poilus ont enduré 300 jours d'horreur dans les tranchées. Voici quelques extraits émouvants de ces Charles Gagne le 18 mars 1916, Verdun. Ça, c'est des vraies lettres écrites. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas, sois fort. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent qu'il me reste quelques jours à vivre. Dans cette lettre ne parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessé il y a 3 jours. Nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolue, inutile. Au début, nous étions 20 000. J'ai perdu. Après avoir passé les barbelés, nous étions plus que 15 000 environ. C'est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi. Un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je me réveille 15 jours plus tard dans une entente d'infirmerie. Plus tard, j'ai appris que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls 5 000 avaient pu survivre grâce à un repli demandé par Général Pétain. Je vais vous dire après c'est qui Général Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission, qu'il y a 2 mois, quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Le général Pétain, je crois, attendez, j'ai parlé de lui au début. Je crois général Pétain que c'est quelqu'un qui va prendre la tête de la France. Du coup, quand le gouvernement pendant la Deuxième Guerre mondiale est parti en Angleterre, au Royaume-Uni, et que lui, il allait à Verdun, il a pris la tête. Enfin, il faut savoir que parfois, leurs lettres étaient strictées. Ça veut dire, ils enlevaient des mots pour pas savoir qu'est-ce qui se passait, ou même jamais donné. Tranquille, leur femme disait, il est mort? Non, c'est juste qu'ils ont pas donné. Même, du coup, il y a ils ont élu on va dire, des, des militaires, des poilus qui devaient retourner dans les villes et donner les lettres en secret sans que le gouvernement sache maintenant la fin de la guerre. Ratus? Attendez. Ratus?
Ok, elle veut pas venir. L'armistice de 1918, ça marque la fin de la guerre, signée le 11 novembre 1918 à 5h15, mais provisoire fin au combat de la Première Guerre mondiale 1914-1918, prévue pour durer 36 jours. Elle est ensuite renouvelée. L'armistice reconnaît de facto la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne, mais il ne s'agit pas d'une capitule au sens propre. L'armistice a été signé dans un wagon pour humilier les Allemands. Et oui, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la fin, les Allemands humilient la France dans ce même wagon. Et après, à la fin de la guerre mondiale, monsieur Moustachu, il amènera à la capitale de l'Allemagne. Il fera dynamiter le wagon à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour pas que la France l'humilie. Non, voilà, le bilan. La Première Guerre mondiale a laissé des cicatrices profondes sur les paysages physiques et culturels. Voici quelques-unes des conséquences matérielles de cette guerre dévastatrice. Destruction des édifices, la cathédrale de Reims. On va aller voir l'arrière. En vrai, ça va prendre 2 secondes. Je croyais qu'il y avait mon chat. La cathédrale de Reims. Reims, c'était où avant c'était où avant les rois devenaient rois au Moyen-Âge. Symbolise de la barbarie destructrice, a lourdement touché l'armée allemande, a bombardé la ville presque constamment pendant toute l'occupation du nord de la France. La cathédrale a subi un bombardement intense avec 350... Quoi Un obus, 350 obus tirés sur la cathédrale. Un obus, ça faisait 9 mètres de largeur, 9 mètres de profondeur, 9 mètres de largeur, de longueur. Et en profondeur, allez, 3 mètres. 9 fois 9. Allez, c'est gros ça. Les voûtes de la nef ont été percées et 70 statues dans l'ange aux souris ont été mutilées. Quoi? Mutilées, c'est avec des humains? Pourquoi on avait mutilé Ok, non, rien. La cathédrale de Reims, 2,5 millions d'immeubles ont été détruits ou endommagés pendant la guerre. Il a fallu également reconstruire plus de 10 000 ponts routiers et fluviaux, 2000 ouvrages d'art, tunnels, viaducs, ponts ferroviaires et 20 000 km de voies ferrées, réparation et paiement. Des centaines de mines, chemins de fer, ponts et villages ont été détruits. Le premier ministre français, Georges Clemenceau, a insisté sur le fait que tout paie juste des œuvres, que l'Allemagne paye des réparations. Là, il faut savoir que l'Allemagne n'a jamais payé. C'est pour ça que la Deuxième Guerre mondiale, elle est venue. Monsieur Moustachu, il n'a pas payé la France. Non, le bilan humain. La guerre a eu un impact démocratique considéré avec 9 à 15 millions de morts. Les pays les plus touchés en termes absolus, la Russie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la France. 2 pays de la triple alliance et 2 pays de la triple entente. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est la plus grosse où j'ai dû faire sur cette chaîne, qui m'a pris le plus de temps à faire. La prochaine va arriver la semaine prochaine, le mercredi aussi. Abonnez-vous, je préviens, ça sera une vidéo sur les années folles et sur la Deuxième Guerre mondiale. Allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, m'a extrêmement plu. Si vous voulez pas manquer elle de la semaine prochaine, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et un like. Allez, ciao.